Dans cette vidéo, nous allons débriefer des listes Space Wolf après la grande data slate qui est sortie jeudi de la semaine dernière au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors préparez vos haches et vos boucliers, on est parti sur un épisode dédié au Space Wolf. Tout d'abord, nous allons parler brièvement des 3 grands détachements qui désormais vont être plutôt très jouables pour cette faction. Et on va commencer avec la force opérationnelle Stormlance. Ensuite, on aura la force opérationnelle Gladius. Et enfin, les champions d'Horus qui ont eu une sacrée modification dernièrement, rendant ce détachement bien plus jouable qu'avant. Du côté de la force opérationnelle Stormlance, on va commencer avec la règle de détachement, saut éclair. Simplement, toutes les figurines Adeptus Astartes de votre armée vont pouvoir avancer et charger, ainsi que désengager et charger. Du côté des stratagèmes les plus utilisés, on commence avec Ride Hard, Ride Fast, autrement traduit en français par chevaucher, rude et rapide. Ce stratagème est le meilleur stratagème défensif de la faction, si ce n'est pas du jeu. Tout simplement parce que vous allez infliger à votre adversaire un -1 pour être touché, mais aussi pour être blessé. Si on se base sur les statistiques d'un Space Marine, régulièrement ils vont toucher à 4+, soit une réduction de 50% de leur total de touche. Et le -1 pour blesser, vous allez en général sur des armes de saturation naviguer entre un jet de 5+ à 6+ pour vous blesser, et contre les armes lourdes au mieux sur un 4+. Donc clairement, vous réduisez énormément la létalité adverse durant la phase de tir. Un autre stratagème très important, Wind Swift Évasion, insaisissable comme le vent. Nous avons ici un stratagème qui vous offre ce que l'on appelle un mouvement réactif, c'est-à-dire, durant la phase de mouvement adverse, si une de ces unités finit un mouvement normal, d'avance ou de retraite, 9 pouces ou moins d'une de vos unités Adeptus Astartes, alors pour un point de commandement, vous allez tout simplement pouvoir faire un mouvement normal de 6 pouces. Et puisque c'est un mouvement normal sans restriction, en dehors de la portée d'engagement comme c'est précisé dans le stratagème, vous allez pouvoir aller dans n'importe quel sens, aussi bien en avant si vous préférez faire un choix plutôt offensif contre votre adversaire, ou tout simplement reculer afin d'augmenter de 6 pouces, finalement, la charge de votre adversaire. Un autre cas peut être intéressant si vous préférez aller sur les côtés, afin tout simplement de capturer un objectif. Le troisième stratagème le plus utilisé de ce détachement sera Choc Assaut, attaque de choc. Vous avez un détachement qui est très mobile, vous avez l'advance et charge, des engagements charge, donc la phase de charge sera très importante pour vous. Ce qui est très intéressant dans ce stratagème, c'est qu'il va vous offrir la possibilité de relancer votre jet de charge, mais aussi, jamais vous réussissez votre charge, de bénéficier de l'effet lance, et lorsque vous effectuez un mouvement de charge, vous offre un bonus de +1 pour blesser. Certains pourraient se demander si on pourrait pas utiliser ce stratagème lorsque l'on fait une intervention héroïque puisque l'on fait un mouvement de charge, eh bien non, car lorsque vous regardez la partie when, ou en français la partie quand, juste ici, eh bien cela vous précise que c'est pendant votre phase de charge. Donc si vous faites une intervention héroïque, c'est que vous êtes à la phase de charge de votre adversaire. Ensuite, nous allons regarder du côté des optimisations. Bien entendu, la Stormlance, en plus de ses règles de détachement et de ses quelques stratagèmes fort intéressants, nous avons quelques optimisations qui sont aussi très performantes, et notamment l'instinct du chasseur, qui va vous permettre, seulement 10 points sur un personnage, de pouvoir faire le stratagème arrivée précipitée dès le tour 1. Cela est clairement précisé dans la FAQ de faction du WTC, donc il n'y a plus rien à dire par rapport à est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas. D'ailleurs, il me semble que Games Workshop, dans sa dernière data slate, vous savez l'épisode de 6h30 que je vous ai mis sur YouTube, parce que j'ai eu tout simplement la flemme de vouloir faire le montage, eh bien il me semble que Games Workshop précise aussi ce cas. Bref, dans tous les cas, c'est une optimisation excellente qui est à auto-inclure dans vos listes. Ensuite, nous allons avoir Fury of the Storm, voilà, Fureur de l'orage, qui vous donne un bonus de +1 en force et à la caractéristique de pénétration d'armure des armes de mêlée, et je dis bien des armes de mêlée au pluriel, par 1, et si jamais vous avez effectué un mouvement de charge, cette fois-ci intervention héroïque comprise, au lieu d'avoir +1, vous aurez +2, soit un +1 en force et +2 à la pénétration d'armure de vos armes de mêlée, ce qui est très intéressant comme on va le voir plus tard avec les unités montées Space Wolf. Bien entendu, cette optimisation, je vous conseille fortement de la mettre à un personnage équipé d'une paire de griffes éclairs, afin de bénéficier de l'effet jumelé et donc de fiabiliser vos jets de blessure. Enfin, nous avons un stratagème qui est
très menaçant pour l'adversaire, mais qu'on utilisait beaucoup trop rarement. C'est Full Throttle, soit à plein gaz en français. Durant votre phase de mouvement, vous pouvez choisir une unité montée ou véhicule en excluant les marcheurs, afin de faire un jet d'avance automatique de 6 et si vous êtes monté, de 9 à la place. Malheureusement, ce stratagème coûte 2 points de commandement, mais avec les dernières modifications de la Data Slate de juin, Games Workshop permet à toutes les capacités permettant de réduire à 0 point de commandement des stratagèmes anciennement tactiques de bataille, peuvent désormais tout simplement réduire le coût d'un stratagème, mais de n'importe quel type. Donc désormais, à plein gaz peut être utilisé via une compétence de capitaine pour le payer seulement 1 point de commandement. Cela ouvre beaucoup plus de solutions et d'agressions pour la Stormlands. Allez, maintenant on va s'attaquer à un autre détachement, celui de la force opérationnelle Gladius. Un grand standard car ce fut le détachement de l'index Space Marine avec ses doctrines de combat. Donc pour le rappel, lorsque vous êtes en doctrine dévastateur, vous pouvez tirer après avoir avancé. En doctrine tactique, vous pouvez tirer et charger après avoir fait un désengagement. Et enfin, la doctrine d'assaut qui vous permet de pouvoir charger après avoir avancé. Le détachement va tourner autour de stratagèmes qui vont pouvoir bénéficier de bonus secondaires si vous avez activé la doctrine au bon moment. Comme par exemple le stratagème Honorer le chapitre, Honor the Chapter. Durant la phase de combat, vous pouvez l'activer pour une de vos unités Adeptus Astartes. Dans ce cas-là, vous allez gagner le mot-clé lance. Donc si vous avez effectué un mouvement de charge, vous allez bénéficier d'un +1 pour blesser en phase de combat. Si votre unité en plus se trouve sous l'effet de la doctrine d'assaut, alors jusqu'à la fin de la phase, vous allez bénéficier d'un bonus de pénétration d'armure. Ce stratagème est fort intéressant et très utile, car cela va permettre à des unités ayant une simple PA de -1 d'être très performants durant la phase de combat, car grâce à ce stratagème, vous allez pouvoir augmenter à PA -2. Et si vous êtes déjà PA -2, PA -3, etc. Bref, c'est un super stratagème. Nous avons ensuite Only in Death does duty end. Seule la mort met fin au devoir. Pour 2 points de commandement, et comme je l'ai dit précédemment pour la Stormlands avec leur stratagème à plein gaz, les capitaines désormais peuvent réduire d'1 point de commandement le coût des stratagèmes. Donc celui-ci pourrait être utilisé via la capacité d'un capitaine pour pouvoir seulement le payer pour 1 point de commandement. Celui-ci vous permet sur une unité Adeptus Astartes, juste après qu'elle ait été ciblée par une unité ennemie, de bénéficier de l'effet de combattre en mourant jusqu'à la fin de la phase. C'est-à-dire que lorsque votre adversaire va activer une de ses unités, il va devoir sélectionner une cible. Ce sera forcément votre unité. À ce moment-là, vous allez pouvoir activer ce stratagème et dans ce cas, toutes les figurines qui vont mourir alors qu'elles ne se sont pas déjà activées à cette phase de combat vont pouvoir combattre automatiquement. C'est particulièrement efficace contre des armées que l'on dit de trade, donc d'échange. En général, ce sont des unités moyennement coûteuses, voire peu coûteuses pour certaines factions, qui vont chercher à infliger un maximum de dégâts pour rentabiliser leurs coûts. Grâce à ce stratagème, vous allez pouvoir justement neutraliser cet aspect de certaines factions. Donc vraiment, c'est un excellent stratagème. Du côté des optimisations, nous allons avoir l'honneur véhément qui, de base, donne un +1 en attaque et en force aux armes de mêlée de votre personnage, mais si jamais vous êtes en doctrine d'assaut, alors vous allez bénéficier d'un +2 à la place. Nous le reverrons un peu plus tard, notamment avec un capitaine de base, car il a une capacité qui lui permet d'avoir énormément d'attaques. Ensuite, l'optimisation le plus utilisée, et c'est ce qui rend justement le détachement Gladius fort intéressant, la discipline de tir. Elle va vous permettre d'obtenir la touche soutenue 1 sur vos armes de tir, mais en plus, si vous êtes en doctrine dévastateur, alors vos touches critiques réussiront sur un 5+, au lieu du 6+ traditionnel. En général, nous aimons bien le combiner avec un personnage fournissant la touche fatale, afin de pouvoir faire aussi bien touche soutenue que touche fatale sur du 5+. Et ça aussi, nous le verrons plus tard. Bien entendu, cette optimisation va énormément profiter d'un des stratagèmes de la Gladius, qui se trouve être le tir de suppression, Arm of Fire. Durant votre phase de tir, vous sélectionnez une unité Adeptus Astartes. De base, jusqu'à la fin de la phase, celle-ci va bénéficier de la capacité Ignorer le couvert. Mais si vous êtes sous l'effet de la doctrine dévastateur, vous allez bénéficier d'un bonus de pénétration d'armure, ce qui est extrêmement efficace afin de rendre vos tirs de saturation plus pénétrants. Bien entendu, puisque l'on joue Space Wolf, il y a tout de même quelque chose où il va falloir faire très attention. En général, lorsque l'on joue Gladius, on aime bien ajouter un apothicaire biologis, ou tout simplement
un apothicaire pour certains autres chapitres, mais parmi nous, nous n'allons plus pouvoir justement utiliser d'apothicaire dans les armées Space Wolf, même si c'est autre chose qu'un détachement champion de russe. Oui, la combinaison agresseur, apothicaire, biologis, c'est fini, donc il va falloir rechercher ailleurs. Allez, passons au prochain détachement, et celui-ci n'est autre que le champion de Russ. Alors celui-ci a maintenant une mécanique toute particulière, les sagas. C'est du principe que vous en avez 4, mais celles-ci ne peuvent pas être activées dès le début de la partie. Déjà, lorsque le premier round de bataille va débuter, vous allez pouvoir choisir une parmi les 3, même s'il y en a 4, on vous précise que vous ne pouvez pas choisir la saga de Majesté. Donc vous êtes limité au guerrier né, Warriorborn, saga de l'ours, saga of the Bear, et celle du tueur de bêtes, le Beast Slayer. Pour commencer, la saga du guerrier né est assez simple à valider, car de base, même sans la choisir dès le premier tour de bataille, il suffit simplement qu'un de vos personnages puisse détruire un personnage adverse. Et dans ce cas-là, à la fin de votre tour, vous allez compléter cette saga, et désormais, votre armée possédera la touche soutenue 1 sur toutes ses attaques de mêlée. Et vous savez, dans les unités Space Wolf, on a beaucoup d'attaques. Pour pouvoir valider cette saga encore plus facilement, nous avons une optimisation qui est Frost Weapon, arme de givre, vous offrant précision de base, donc vous n'aurez pas besoin d'activer le stratagème Epic Challenge, et en plus, vous bénéficiez d'un plus en force et à la pénétration d'armure. Donc, c'est un excellent choix si vous équipez l'un de vos seigneurs loups avec une paire de griffes éclairs. Lorsque nous validons la saga du guerrier né, nous avons un stratagème extrêmement efficace, qui de base vous permet d'être éligible pour tirer si vous avez avancé ou battu en retraite. Mais si la saga du guerrier né est complétée par votre armée, alors jusqu'à la fin du tour, votre unité est aussi éligible pour charger après avoir avancé ou battu en retraite. Bref, c'est une saga qui est aussi bien intéressante à valider dès le début de la partie, donc à sélectionner dès le premier tour de bataille, mais vous pouvez très bien la valider relativement facilement durant la partie. En général, si à la fin de votre deuxième tour vous ne l'avez pas validée, c'est qu'il y a déjà un souci. Ou alors, c'est que l'adversaire ne possède que peu de personnages, et nous y reviendrons plus tard. Ensuite, nous avons la saga de l'ours. Alors, celle-ci est pour moi la saga la plus difficile à valider, car elle demande à ce que l'un de vos personnages survive à la fin du tour adverse. En général, ce sera le tour adverse, même si dans certains cas, elle peut être validée à la fin de votre tour. Mais en général, ce sera la fin du tour adverse. Si votre personnage survit à la fin du tour avec moins de la moitié de ses points de vie, et là aussi où on a un problème, alors vous allez pouvoir activer cette saga et toute votre armée va bénéficier d'une insensibilité à la douleur sur 6+, validant ainsi un stratagème qui est très intéressant contre deux grandes factions au moment où j'enregistre la vidéo, qui font partie justement des meilleures factions du jeu au niveau de l'environnement compétitif, qui sont les Thousand Sons et les Chevaliers Gris. Grâce à ce stratagème, de base, vous allez bénéficier d'une insensible à la douleur de 5+, contre les blessures mortelles. Avec la dernière modification de Games Workshop dans la dataslate de juin, les blessures dévastatrices deviennent des blessures mortelles, mais gérées différemment que des blessures mortelles plus classiques. Je vous inviterai à regarder les modifications de la dataslate et des commentaires de règles afin de vous en informer. Mais en plus, vous allez aussi bénéficier de cette insensible contre les attaques psychiques. Donc oui, Magnus le Rouge passera pour un enfant de cœur maintenant. Bref, si la saga de l'ours est activée pour votre armée, alors ce n'est pas une insensible à 5+ que vous allez bénéficier, mais bien de 4+. Nous verrons plus tard avec quel genre d'unité ce sera très intéressant, et comprenez qu'on aime les unités montées de les Space Wolf. Ensuite, nous allons avoir la saga du tueur de bêtes, qui est peut-être intéressante à activer dès le début si vous affrontez beaucoup de monstres et de véhicules. Typiquement, si vous êtes contre des chevaliers impériaux ou du chaos, voire des tyrannides avec beaucoup de monstres, ce serait un bon choix. Autrement que de la sélectionner au début du premier tour de bataille, vous devrez avec l'un de vos personnages détruire un monstre ou un véhicule. Et dans ce cas-là, toute votre armée, à la fin du tour, pourra bénéficier de la touche fatale. Alors, cette saga est intéressante, particulièrement pour son stratagème que nous verrons légèrement plus tard, mais en général, nous allons avoir accès à des lieutenants, entre guillemets, ce sont en réalité des chefs de bataille garde-loups, qui vont fournir justement cette touche fatale de manière native. Alors, c'est pas forcément la saga la plus intéressante à activer. Par contre, pour pouvoir la valider, nous allons avoir une optimisation particulièrement intéressante, la mort noire, Black Death en anglais. Elle va vous fournir la capacité anti-monstre et anti-véhicule 4+. C'est parfait pour la combiner avec un marteau tonnerre vous offrant la blessure dévastatrice. Malheureusement, c'est pas le marteau tonnerre que je vais fortement conseiller. Le problème, c'est que vous allez
déjà touché à 3+, au lieu de 2+. Et vous avez de plus en plus de factions qui vont pouvoir vous infliger un -1 pour toucher. Dans ce cas-là, vous allez vous retrouver avec un 4+ pour toucher. Soit une division par 2 de vos attaques. Déjà que vous en avez pas beaucoup, 5 avec un seigneur loup et 4 seulement avec un chef de bataille garde-loup, vous pouvez potentiellement rajouter 3 attaques supplémentaires dues aux montures si vous êtes sur loup tonnerre. Par contre, je vais plutôt vous conseiller la griffe éclair. Vous avez même PA, vous avez un peu moins de force, certes, mais vous avez la relance des jets pour blesser. Oui, vous n'êtes pas blessure dévastatrice et vous êtes que dégâts 1, mais nous allons voir plus tard sur certaines combinaisons d'unités que l'on va pouvoir améliorer tout ça. Bref, dans tous les cas, le stratagème qui est lié à la saga du tueur de bête est fort intéressant. Premièrement, Go for the Throat, attraper à la gorge. De base, il vous offre une amélioration de la caractéristique de pénétration d'armure de vos armes de mêlée de 1. Fort intéressant sur la plupart de nos unités qui possèdent une faible PA-1. Et si la saga du tueur de bête est complétée par votre armée, alors jusqu'à la fin de la phase, vous allez bénéficier du mot-clé lance, soit un +1 pour blesser. Et aussi très intéressant pour notre faction, car puisqu'on est destiné à aller combattre à la phase de combat, on va avoir énormément besoin de cette capacité. Donc certes, c'est une saga qui n'est pas prioritaire sur son activation en dehors de quelques factions, mais le stratagème est fort intéressant et son optimisation permet de détruire plus facilement des monstres et des véhicules. Nous allons passer brièvement sur la saga de Majesté, car celle-ci sera beaucoup plus importante en fin de partie plutôt qu'en début. Tout simplement parce que déjà, vous devez avoir un personnage sur l'objectif dans la zone de déploiement adverse, donc dans tous les cas, il faudra traverser tout le champ de bataille, mais en plus, contrôler ce dit marqueur. Donc, il va vous falloir une unité accompagnant votre personnage afin de capturer cet objectif. Et si vous arrivez à la compléter, alors toute votre armée Adeptus Astartes va bénéficier d'une amélioration de la caractéristique de contrôle d'objectif de 1. C'est-à-dire que vos unités comme les Wulfen ou les loups fenriciens qui ont 0 en contrôle d'objectif vont avoir 1 et désormais vont pouvoir lancer des actions. Bref, c'est assez tardif dans la partie, donc cela vous servira surtout à pouvoir contrôler certains objectifs sur le champ de bataille et notamment si vous êtes en difficulté dans vos parties pour pouvoir valider une mission secrète, particulièrement celle qui vous demande de contrôler 3 objectifs dans le No Man's Land. Pour ce qui est du reste, nous avons accès à un stratagème qui va permettre justement de compléter une saga pour une de vos unités, Warrior Prime, fierté du guerrier en français. Dans votre phase de commandement, vous choisissez un personnage de votre armée. Vous sélectionnez une saga qui n'a pas été complétée par votre armée et jusqu'à la fin du tour, les figurines de l'unité du personnage bénéficieront de la saga sélectionnée comme si elle était complétée par votre armée. Actuellement, celui-ci ne va pas vous permettre de pouvoir bénéficier des effets secondaires que vous fournissent les autres stratagèmes, que ce soit pour l'avance des engagements de charge, pour le mot-clé lance, ou alors pour l'insensible à 4+, d'une de vos unités. En tout cas, c'est actuellement de cette manière dont est géré le stratagème par le corps arbitral de la FEC. Peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, Games Workshop, la FEC et le WTC vont modifier la manière dont ils gèrent ce stratagème actuellement. Donc, restez à l'écoute des futures mises à jour pour savoir comment l'appliquer correctement. Et pour le moment, vous allez l'activer simplement pour bénéficier d'une saga que vous n'aurez pas activée. Allez, nous allons passer à la suite de la vidéo. Nous connaissons globalement nos 3 détachements, la Stormlance, la Gladius et Champion de Russ. Je vais vous présenter une combinaison d'unités fort intéressante pour ces 3 détachements. Ensuite, nous allons passer sur les unités encore plus intéressantes indépendamment des détachements, ou en tout cas, qu'est-ce qui les renforce. Nous allons évidemment commencer par une des unités emblématiques du chapitre. Même si celle-ci est arrivée en V4 et V5, désormais elle fait partie de l'ADN de toutes les listes Space Wolf. Je parle bien de la cavalerie sur loup tonnerre. Ils ont une capacité qui s'appelle charge féroce. Celle-ci vous permet à chaque fois que vous faites un mouvement de charge, intervention héroïque comprise, puisque ce stratagème désormais coûte que 1 point de commandement, pouvant être réduit par un capitaine, vous permettant de faire un mouvement de charge. Et puisque la charge féroce n'est pas un bonus de charge comme peut l'être le combat en premier, alors toutes les armes de mêlée dont sont équipées les figurines de l'unité, donc personnages attachés compris, vont ajouter 1 à la caractéristique de dégâts de leurs armes de mêlée. Les griffes éclairs peuvent passer dégâts 2, les gantelets énergétiques à dégâts 3, marteau tonnerre compris, les attaques de monture aussi, car rappelez-vous, ce que j'appelle les attaques de monture sont en réalité des attaques bonus, extra attaque en anglais, et seule la caractéristique d'attaque ne peut être modifiée. Nous avons dernièrement dans la dataslate
slide de juin une précision à ce sujet. Le seul moyen de pouvoir modifier la caractéristique d'attaque des attaques bonus est si la capacité précise explicitement le nom de l'arme créant ces attaques bonus. Sinon, il est impossible de modifier la caractéristique d'attaque. Par contre, pour ce qui est de la capacité de combat, la force, la pénétration d'armure et les dégâts, vous pouvez les modifier à votre guise. L'intérêt de cette cavalerie, c'est surtout de pouvoir l'équiper de bouclier Storm, lui fournissant une invulnérable à 4+. Du coup, on se retrouve avec une endurance 6, 4 points de vie, invulnérable à 4+, si vous êtes en Stormlance, -1 pour être touché, -1 pour être blessé, si vous êtes, peu importe le détachement, vous avez l'armure du mépris, et si vous êtes en champion de Reus et que vous avez activé la saga de l'ours, vous avez l'insensibilité à 6+, voire 4+, si celle-ci est active, contre les blessures mortelles et les attaques psychiques. Autant vous dire, même si nous avons eu une augmentation de 20 points dernièrement sur la cavalerie sur Loutonnerre, soit 100 points les 3 ou 200 points les 6, elle reste extrêmement puissante. Bien sûr, dans cette cavalerie sur Loutonnerre, nous allons pouvoir ajouter un chef de bataille garde-loup sur Loutonnerre, afin de fournir la touche fatale. Mais sa capacité chasseur agressif reste aussi très intéressante. Bien entendu, elle peut s'activer qu'une seule fois par bataille, par chef de bataille garde-loup sur Loutonnerre dans votre armée. Vous attendez la résolution de ses attaques, alors à ce moment-là, vous pouvez décider de faire un mouvement normal de D6 pouces. Celui-ci évidemment vous oblige de finir aussi près que possible des figurines ennemies, mais vous avez le droit en contrepartie de pouvoir entrer dans la portée d'engagement, et donc d'engager une unité adverse. Et si vous vous souvenez de la phase de combat, on commence toujours par les unités dont ce n'est pas le tour. Puisque vous avez fait ça durant la phase de tir adverse, vous n'êtes pas durant votre tour. Donc à la phase de combat, vous allez pouvoir potentiellement vous activer avant l'unité adverse, moins que celle-ci ait combat en premier de manière native. Donc c'est un excellent choix, et je l'équipe régulièrement du bouclier Storm pour la vulnérable à 4+, car contrairement au Seigneur Loup, qu'on l'on verra juste après, il ne l'a pas de manière native. Et enfin, je l'équipe d'un gantelet énergétique, afin d'avoir une source de dégâts 3, pouvant toucher à 2+, contrairement au marteau qui touche à 3+. Bien entendu, vous allez pouvoir ajouter un Seigneur Loup à cette combinaison, et on aura fini ici. Au niveau des Seigneurs Loups, tout dépend de quel détachement vous jouez. En Stormlance, j'aime bien avoir 2 unités avec un gantelet énergétique, et pour le troisième qui est en réserve stratégique grâce à l'optimisation instinct du chasseur, en griffe éclair, car ce sera le porteur de l'optimisation fureur de l'orage. Vous savez, celle qui vous donne plus en force et en pénétration d'armure, et si vous avez chargé +2, qui vous permet d'avoir cette attaque de griffe éclair touchant à 2+. Oui, la fiche technique n'est pas à jour, car elle est ancienne, mais vous en faites pas, vous touchez bien à 2+ dans les fiches techniques mises à jour. De force 5, donc force 6 ou 7, dépendamment si vous avez chargé, PA-2, donc PA-3 ou PA-4 si vous avez chargé, dégâts 1 ou dégâts 2, bien entendu, si vous avez chargé, cas si vous avez fait un mouvement de charge. Bien sûr, jumelé, donc relançable pour blesser. N'oubliez pas, si vous êtes force 7 avec un petit +1 pour blesser, vous allez, dans le pire des cas, blesser à 5+, mais dans la majorité des cas sur un 4+. L'avantage avec le Seigneur Loup, c'est que, comme n'importe quel capitaine, il a la capacité rite de bataille, qui autrefois, effectivement, réduisait à 0 point de commandement un stratagème et pouvait être répété. Mais cela a changé dans la data slide de juin. Désormais, vous pouvez réduire le coût d'un stratagème, n'importe lequel, nous ne sommes plus limités aux tactiques de bataille, d'un point. Donc les stratagèmes à 1 point de commandement vont coûter 0, et à 2 points de commandement vont coûter 1. Vous savez, en Gladius, seule la mort met fin au devoir. Bref, peu importe le détachement, je trouve que c'est une unité particulièrement utile. Et je dois avouer qu'elle sera beaucoup plus utile en Stormlands et en champion de Reus. Allez, regardons une autre combinaison. Alors celle-ci, je l'aime particulièrement, car celle-ci va vous permettre d'être un peu plus indépendant de la source de relance de touche de Logan, que l'on verra beaucoup plus tard, ou du serment de l'instant. Car Ulrich le tueur, avec sa capacité serment du tueur, va vous permettre de sélectionner une unité, n'importe laquelle, du moment qu'elle est à portée d'engagement de l'unité de la figurine. Dans ce cas-là, votre unité va bénéficier d'une relance des 1 pour toucher et pour blesser. En soi, c'est plutôt intéressant. Mais si l'unité que vous avez choisie est une unité personnage, véhicule ou monstre, une unité personnage, c'est simplement une unité attachée avec un personnage à l'intérieur, car le personnage va pouvoir transmettre son mot-clé à l'unité, donc ça va fonctionner au même titre que le maître des exécutions chez les World Eaters. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir relancer vos jets pour toucher et pour blesser. Petite capacité bonus, particulièrement efficace contre les armées qui vous obligera à effectuer des tests de Battle Shock, c'est qu'il fournit en aura. Oui, Games Workshop a promis qu'il n'y avait plus d'aura, mais là, c'est écrit noir sur blanc. Le Home de Reus, qui vous permet à toutes les unités Adeptus Astartes à 6 pouces d'Ulrich le tueur d'avoir une caractéristique de commandement de 5+. Ensuite, on va combiner Ulrich avec une unité aussi emblématique des Space Wolves. Les jeunes Space Marines sont d'abord des griffes sanglantes. L'intérêt de cette unité, c'est que de base, vous la payez pour 10 figurines minimum, que vous pouvez étendre à 15 figurines.
figurines potentiellement. Mais là on va rester sur une unité de 10. Alors déjà c'est une unité de ligne, donc elle peut vous permettre de valider certaines règles de mission du Paria Nexus, voire même de missions secrètes. Dans tous les cas, ce qui va nous intéresser, c'est surtout leur capacité charge berserk. À chaque fois que l'unité fait un mouvement de charge, alors jusqu'à la fin du tour, vous ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque et de force des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de cette unité. Donc personnage compris. Ulrich ayant une arme à 5 attaques va passer à 6, ainsi que de force 6, donc force 7. Le chef de l'unité des Bloodclaw, vous allez forcément lui mettre un gantelet énergétique en équipement. Certes, il n'a que 2 attaques, mais grâce à votre mouvement de charge, vous allez monter à 3 attaques, non pas de force 8 en plus, mais de force 9, permettant ainsi de pouvoir blesser certains véhicules comme les Rhino ou les Devilfish en taux sur du 4+. Bien sûr, à cela, vous pouvez ajouter un autre personnage que je ne vous conseille pas forcément, car cela va donner plus de chance à votre adversaire de marquer des points de victoire sur l'objectif secondaire assassinat. Mais j'ai bien envie de vous en parler. C'est le garde-loup, chef de meute, Wolfguard Pack Leader. Celui-ci possède une première capacité qui est assez intéressante, car elle va vous permettre, une fois par bataille, de pouvoir relancer un test de Battle Shock. Vous vous souvenez, Ulrich vous donne une caractéristique de commandement de 5+, relançable une fois par partie, donc plutôt intéressant pour ne pas être Battle Shock et garder votre contrôle d'objectif 2 sur les Bloodclaw. Et en plus, vous allez pouvoir l'équiper aussi d'un gantelet énergétique. Bien qu'il ait que 2 attaques, avec le mouvement de charge, vous passez à 3 attaques de force 9. Donc, nous avons une synergie ici, puisqu'en plus nous sommes avec des figurines qui ne sont pas Tacticus, alors ils vont pouvoir embarquer dans un Rhino. C'est pour ça que je parle du chef de meute garde-loup, car comme ça vous fait 12 figurines tout pile. Donc, si on résume, nous avons au total, avec un mouvement de charge, 6 attaques de force 9 et à -2 dégâts 2 grâce aux 2 gantelets énergétiques du chef de meute garde-loup et du sergent du chef de meute en fait des Bloodclaw, plus 6 attaques de force 7 et à -2 dégâts 2 d'Ulrich le tueur, et 4 attaques à 9 si vous n'avez pas mis d'arme spéciale de force 5 et à -1 dégâts 1. Oui, je compte la charge berserk dans leurs caractéristiques. Ça vous fait tout de même une très belle saturation qui en plus va soit avoir la relance des 1 pour toucher blessé, soit la relance complète des jets pour toucher et blesser, dépendamment de l'unité que vous aurez chargée. Et ce, sans avoir utilisé la capacité de Logan, que nous verrons plus tard, ni utiliser le serment de l'instant. Alors comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser ailleurs, vous permettant ainsi de pouvoir faire ce que l'on appelle des doubles impacts. Allez, on va passer à la prochaine combinaison. Alors celle-ci est très jouable, particulièrement en Gladius ou en champion de Russ, mais elle peut être jouée aussi en Stormlance. Ce sera Ragnar, crinière noire, Ragnar Blackmane. Alors le copain, il a déjà 8 attaques de base, touche à 2, force 6, PA-3, dégâts 2. Si jamais il effectue un mouvement de charge, il a plus 2 en attaque, plus 2 en force. Si vous le mettez avec des Bloodclaw, il n'aura pas plus 2, mais plus 3, car les Bloodclaw donnent aussi un +1 à l'attaque et à la caractéristique de force. Donc on se retrouve avec un Ragnar qui a 11 attaques, force 9, PA-3, dégâts 2, touche soutenue 1 car c'est son arme qui la possède de manière native. Vous êtes capable de base grâce à Ragnar de pouvoir avancer et charger. À cela, je conseille fortement de joindre un lieutenant pour fournir la touche fatale, mais surtout une capacité qu'on a tendance à oublier, cible prioritaire qui vous permet de pouvoir désengager, tirer et charger, fournissant ainsi une très belle mobilité à toute l'unité. Alors, la capacité de touche fatale va être très intéressante car justement, vu que Ragnar possède déjà la touche soutenue, si vous avez accès à des relances de jets pour toucher, par exemple le serment de l'instant, puisqu'on ne l'a pas utilisé sur Ulrich, d'avoir donc 11 attaques sur Ragnar, touche à 2+, relançable. Donc, puisque vous avez la touche soutenue 1 et la touche fatale, je vous conseille fortement de relancer tout ce qui ne fait pas des 6, ce qui va créer des touches supplémentaires et des blessures automatiques, sachant que vous êtes PA-3, dégâts 2, c'est plutôt intéressant. Derrière, vous êtes force 9, donc pour blesser les gros véhicules par exemple, ce sera sur du 5+, voire du 4+, si ce sont des Rhino. Et ça, ce n'est que Ragnar, car derrière vous allez avoir le même nombre d'attaques, en gros vous allez avoir 3 attaques de gantelet de la part du sergent de l'unité de Bloodclaw, plus les 9 x 4 attaques que l'on a vues précédemment, qui seront aussi touches fatales grâce au lieutenant. Et derrière votre lieutenant, vous pouvez l'équiper un petit peu comme bon vous semble, avec une épée de maître et un bouclier pour lui fournir une invulnérable à 4+, ou alors tout simplement avec un gantelet pour pouvoir justement avoir d'autres attaques force 9, en plus de compléter avec le sergent des Bloodclaw, mais aussi avec Ragnar. Bref, sincèrement, vous avez une combinaison de létalité assez impressionnante, mais évidemment, vous allez pouvoir jouer une autre unité à la place des Bloodclaw si vous voulez économiser en points et fiabiliser vos jets de blessure. Donc on enlève les Bloodclaw, on garde notre petit lieutenant et à cela on va ajouter dans un impulsor, maintenant que l'impulsor
impulsor a une capacité de 7 de transport et non plus de 6, merci la dataslate de juin, une unité d'escouade d'assaut intercessor, car leur capacité permettant de relancer les 1 pour blesser ou de pouvoir relancer complètement vos jets pour blesser si vous attaquez une unité ennemie se trouvant sur un pion objectif, cela va vous fournir 10 attaques, touche soutenue, touche fatale de Ragnar, force 8, PA-3 dégâts 2, relance des jets pour toucher, relance des jets pour blesser, le lieutenant avec son gantelet aussi, touche fatale, relance touche, blesse grâce au serment de l'instant et aux intercesseurs d'assaut, et alors là pour vos intercesseurs d'assaut, vous pouvez mettre soit un marteau, soit un gantelet énergétique sur le sergent, et le reste sera de toute manière en épée tronçonneuse Astartes, et fourniront, s'ils sont en épée Astartes, 4 attaques chacun, de force 4, PA-1, dégâts 1, relance des jets pour toucher et blesser avec de la touche fatale. Bref, vraiment, vous avez là aussi une combinaison fort intéressante, mais je dois bien admettre que j'apprécie la version Bloodclaw pour sa saturation exceptionnelle. Et surtout, ils sont force 5, donc ça blesse des orques sur du 4+, alors que les intercesseurs d'assaut vont les blesser sur du 5+, même si c'est relançable. Nous allons passer à une autre combinaison, mais toujours avec Ragnar. Et cette fois-ci, on va pouvoir lui joindre justement une unité de Blade-Guard. Car maintenant que les impulseurs sont passés à 7 en capacité de transport, vous allez pouvoir prendre une unité de 6 Blade-Guard, qui ont tout de même 3 points de vie, invulnérable à 4, une capacité durant votre tour lorsque vous allez charger à pouvoir choisir au début de la phase de combat, une relance des 1 pour toucher, fort pratique pour Logan qui touche à 2+, et donc relance des 1, vous allez normalement pouvoir tout toucher, et lorsque vous serez durant le tour adverse, pour pouvoir encaisser, vous allez pouvoir relancer vos jets de sauvegarde invulnérable de 1, fort pratique pour une unité entièrement composée d'invulnérables 4+. Bien entendu, puisque nous allons prendre 6 Blade-Guard et Ragnar, vous n'allez pas pouvoir intégrer de lieutenant. C'est dommage, mais c'est comme ça. Par contre, puisque l'impulsor a désormais une capacité de transport de 7, vous allez pouvoir intégrer 6 Blade-Guard et Ragnar dans un impulsor, ce qui est bien pratique pour justement projeter une unité au milieu du champ de bataille, ou tout simplement pour pouvoir menacer l'adversaire grâce au débarquement de 3 pouces et à l'avance et charge que fournit Ragnar à son unité. Bon, je pense qu'on a fait le tour avec Ragnar, donc on va pouvoir passer à autre chose. Maintenant, nous allons discuter tout simplement des unités plus ou moins intéressantes dans les 3 détachements. Bien entendu, même s'ils ont subi une petite augmentation en points, nous avons les Wulfen. C'est une unité d'infanterie pouvant passer les murs, donc si vous jouez beaucoup de loup-tonnerre, ce sera très pratique d'avoir une unité qui peut justement aller chercher les unités adverses dans des ruines. Ils ont eu leur marteau amélioré depuis un petit moment, étant de force 6, va permettre contre certaines factions, majoritairement en endurance 3, de pouvoir blesser sur du 2+, et donc de pouvoir fiabiliser justement aussi bien nos touches grâce à une relance que nos blessures. Ils ont une capacité pas trop mal, car contrairement à d'autres factions qui ont un stratagème à 1 point de commandement pour pouvoir justement avoir une chance sur du 4+, de pouvoir s'activer durant la phase de combat s'ils n'ont pas combattu, l'unité en plus possède une invulnérable à 4+, si vous les équipez de marteau et de bouclier, je vous conseille fortement de les équiper de cette manière, ainsi que d'une insensible à 6+. L'intérêt des Wulfen ne réside pas forcément que dans leur létalité au corps à corps. Elle possède une arme de tir fort utile contre pas mal de factions qui utilisent de grandes unités plutôt fragiles afin de justement bloquer le mouvement de l'adversaire. Ce sont en général de grandes unités de 10 ou plus, qui permettra aux Wulfen de bénéficier pleinement de l'aspect déflagration, blast, de leur arme de tir. En plus, elle est assaut, donc ils sont éligibles pour tirer après avoir avancé. C'est pratique pour une unité qui, de base, destinée à la phase de combat. Donc vous allez pouvoir bouger vos Wulfen. Si vous avez la possibilité d'avancer chargé, que ce soit grâce à la Stormlance, au champion de Russ et son stratagème, lorsque vous avez la saga du guerrier né qui en plus vous donnera la touche soutenue 1, ou alors de la Gladius et sa doctrine d'assaut, vous allez pouvoir tirer et charger derrière. Pour tirer, c'est un des 6 tirs, blast, donc si vous affrontez une unité de 5 par exemple, donc vous êtes D6 plus 1 par Wulfen, puisque l'unité minimale c'est 5, donc vous êtes en 5d6 plus 5, et si vous êtes en unité 10, bon bah 10d6 plus 10. Commencez à comprendre si vous affrontez des unités de cordon, donc en général de 10 figurines ou plus, même si on a une petite unité de 5 qui va faire 5d6 tir, plus 2 pour chaque Wulfen, puisque c'est une unité 10, bah on commence déjà à être à 5d6 plus 10. Sur des packs de 20, on commence à être à 5d6 plus 20, etc. etc. Donc même si vous avez une capacité de tir à 5+, si vous avez mis un serment de l'instant pour fiabiliser tout ça, ça va être intéressant pour pouvoir détruire justement certaines parties des cordons et libérer la place par exemple pour la cavalerie sur loup-tonnerre. Un autre aspect qui peut être intéressant, c'est en force opérationnelle Stormlance, car nous avons un stratagème qui, si jamais votre arme de tir est déjà assaut, de pouvoir bénéficier de la touche soutenue 1, qui signifie que même si vous touchez à 5+, mais que vous êtes relance des jets pour toucher, vous allez pouvoir pallier à votre problème de capacité de tir à 5+, grâce à la touche soutenue 1 qui va rajouter des touches supplémentaires, et en général les unités fragiles de cordon sont en
endurance 3, donc force 4, vous allez les blesser sur du 3+. Ce qui est du reste, ce sont en général des figurines à 1 point de vie que vous allez détruire, et dont la sauvegarde au mieux est entre 4 et 5+. Attention tout de même, car certaines unités, je pense notamment au Repentia, ont une invulnérable à 6+, donc trop grave, mais possèdent une insensible à douleur de 5+, et puisqu'on est dégâts 1, ça peut être assez dramatique contre ce genre d'unité, suivant le jet de dés plus ou moins chanceux de votre adversaire. Ensuite, on a Logan Grimnar dans ces deux versions, donc je vais surtout vous parler de la version Terminator qui est à 100 points. L'intérêt, c'est, puisqu'il a frappe en profondeur, c'est de le garder en réserve jusqu'au tour 3 maximum, le faire venir des réserves et garder un objectif, voire potentiellement de vous ouvrir des scénarios pour aller détruire un personnage adverse, car grâce à votre capacité loup suprême, si vous détruisez une unité ennemie, donc en général vous allez chercher des petites unités ou des personnages isolés afin de les détruire, que ce soit avec votre hache Morcaille à 2 mains pour ses 6 attaques, force 8, PA-2 mais dégâts 3 natifs, ou alors de balayage contre des petites unités à 1 point de vie pour ses 10 attaques de force 6, PA-2, dégâts 1. Et surtout, sa capacité la plus intéressante pour les Space Wolves est le Haut Roi de Fenris. Une fois par bataille, à votre phase de charge, cette figurine peut utiliser cette aptitude. Alors, jusqu'à la fin du tour, vous pouvez relancer les charges pour les unités Adeptus Astartes de votre armée, et jusqu'à la fin du tour, à chaque attaque de mêlée d'une figurine Adeptus Astartes de votre armée, vous pouvez relancer le jet de touche. Cette capacité vous permet de faire énormément de charges sur un même tour, de détruire énormément de ressources à votre adversaire, car vous allez pouvoir fiabiliser tous vos jets pour toucher durant la phase de combat. Petit tips, puisqu'on le met en réserve, c'est parce qu'en fait on peut utiliser cette capacité alors que Logan est en réserve, car elle ne demande pas à ce que Logan soit sur le champ de bataille. Pour ce qui est de sa version Storm Rider, donc avec ses 2 loups tonnerres, au niveau des capacités nous sommes sur la même chose, sauf qu'il n'a plus la frappe en profondeur, il a un énorme socle qui peut être plus ou moins appréciable dépendamment du type de décor que vous allez utiliser. Si vous êtes en WTC, ça va être très pénible, et si vous êtes en Games Workshop, puisque les tables sont assez ouvertes, il devient très agréable, surtout lorsque vous faites votre attaque à 2 mains de sa hache Morcaille, puisqu'il peut rejoindre une unité de loup tonnerre, vous savez, celle qui vous dit si j'ai fait un mouvement de charge, j'ai plus un dégât. Bah là, vous avez du coup un Logan qui potentiellement possède 6 attaques bonus, dégâts 2, plus 6 attaques de hache à 2 mains, dégâts 4, voire même 10 attaques de force 6, PA-2, dégâts 2. L'intérêt de jouer Logan Grimnar sur Storm Rider, c'est surtout dans le détachement champion de russe. Il a une sauvegarde à 2+, 12 points de vie, invulnérable à 4, donc c'est un des meilleurs choix pour pouvoir valider la saga de l'ours si vous ne l'avez pas activé au début du premier round de bataille. En dehors de ce cas assez isolé, je vous invite plutôt à jouer sa version en armure Terminator qui coûte 80 points de moins. Et nous le verrons plus tard, pour 85 points, nous avons un autre personnage qui peut très bien valider la saga de l'ours lui aussi. Alors, regardons autre chose. Maintenant, nous allons parler d'une fiche technique qui est bien sûr très chère à mon cœur puisque mon pseudo prend son origine dans le nom de ce personnage emblématique des Space Wolves, Bjorn, main terrible. Là, je le dis de cette manière car c'est sa première traduction française. En anglais, c'est Bjorn, The Pelende. Un personnage déjà qui est Dreadnought. Endurance 9, sauvegarde à 2+, 8 points de vie. Insensible à la douleur 5+, et sa première capacité, ténacité légendaire. À chaque fois qu'une attaque, qu'elle soit de tir ou de combat, allouée à cette figurine, on divise la caractéristique par 2. Puisque derrière on a une insensible à 5+, c'est plutôt pratique. Maintenant, sa deuxième capacité, qui était autrefois un vect, c'est-à-dire vous augmentiez la valeur du coût en point de commandement d'un stratagème de 1, maintenant a changé. Et toutes les unités ennemies à 12 pouces sur lesquelles votre adversaire fera un stratagème devra payer 1 supplémentaire. Ce qui est particulièrement inutile pour une Calidus, mais très utile pour un Bjorn pouvant aller au milieu du champ de bataille grâce à sa sauvegarde de plus, sa division de dégâts par 2 et son insensible à 5+, afin d'empêcher l'adversaire de pouvoir utiliser ses stratagèmes. En dehors de cela, je le conseille particulièrement dans une liste plutôt orientée Iron Storm, mais il peut très bien être joué en Stormlands, car elle peut profiter aussi de l'Advance et Charge, sachant qu'il bouge de 8. Il profitera un peu moins du champion de Rust, parce qu'il a déjà une insensible, donc la saga de l'ours il s'en fout, à moins d'améliorer à 4+, via le stratagème. Il n'y a pas besoin du tir de bête, parce qu'il est déjà touche fatale sur ses armes de corps à corps, il est quand même 6 attaques, touche à 2, force 12, PA-2, dégâts 3, donc il lui reste la saga de majesté pour passer objectif contrôle 4, ou alors la saga du guerrier né pour l'avance et charge et la touche
soutenu 1. Pour ce qui est de la Gladius, c'est un détachement qui est très polyvalent, donc la majorité peuvent être aussi bien joués en Gladius que dans n'importe quel autre détachement, puisque c'est celui qui est le plus polyvalent. Ensuite, nous allons parler d'une petite combinaison que j'ai vue de temps en temps dans des listes Space Wolf ayant fait de belles performances, mais dont on parle très peu. Oui, ce sont les molosses de Morkai. D'abord, vous avez Scout 6 pouces, éclaireur 6 pouces en français, ce qui vous permet au début du premier round de bataille, avant que celui ne commence d'ailleurs, de pouvoir effectuer un mouvement de 6 pouces. N'oubliez pas, via la règle d'éclaireur, vous pouvez le transmettre à votre transport, comme un impulsor par exemple, avec une invulnérable à 5+, pour pouvoir encaisser. Derrière, vous avez une capacité qui vous permet, durant votre phase de tir, de choisir une unité ennemie 12 pouces, à 18 pouces si vous avez un lieutenant River attaché à l'unité, et cette unité doit effectuer un test de Battle Shock. Si en plus c'est une unité Psyker, elle aura -1 sur son test. Si le test est raté, en plus d'être Battle Shock, l'unité sera sonnée, jusqu'au début de votre prochaine phase de tir. Quand une unité est sonnée, à chaque fois qu'une figurine de cette unité fait une attaque psychique, elle aura -1 pour toucher. Alors du coup, ce sera très pratique contre des chevaliers gris, car toutes leurs attaques de mêlée sont psychiques, et contre les Thousand Suns, car une grande partie de leurs armes de tir sont des attaques psychiques, surtout sur les personnages. Mais l'intérêt particulier, c'est de pouvoir y joindre un lieutenant Phobos. Il va donner la touche fatale pour blesser automatiquement, mais surtout, il a aussi éclaireur 6 pouces, donc l'unité de Moloss va pouvoir justement profiter de sa règle. Et derrière, vous avez la capacité tirer et disparaître, qui, après pouvoir tirer, va vous permettre de pouvoir faire un mouvement normal de D6 pouces. Donc vous avez vos 5 Moloss, le lieutenant qui les accompagne, dans un impulsor où vous faites votre mouvement d'avant-bataille de 6 pouces. C'est à vous de jouer, vous pouvez même avancer avec votre impulsor car il a la capacité de pouvoir débarquer son unité même après avoir avancé. À votre phase de tir, vous faites la capacité des molosses de Morkai pour forcer un test de Battle Shock, puis vous tirez, puis vous activez la capacité du lieutenant après avoir tiré de pouvoir vous déplacer d'un des 6 pouces, puisque vous avez simplement débarqué, vous êtes forcément à 3 pouces de votre impulsor, et donc vous pouvez vous amuser à réembarquer dans votre impulsor. Oui, depuis la Data Slate de juin 2024, votre impulsor ne pourra pas utiliser les armes de tir des molosses de Morkai, puisqu'ils les auront déjà utilisées. C'est pour cela que je ne vais plus vous parler de la combinaison impulsor Illuminator. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que ça vous fera sourire. Allez, passons à d'autres combinaisons. Maintenant, nous allons passer aux unités que je trouve plus utiles dans un des 3 détachements. Et nous allons commencer par les unités de la Stormlands. On va commencer avec une combinaison qui a été jouée par Circa, donc petit clin d'œil à Circa, qui a fini les 5 premiers rounds du tournoi Tabletop Simulator organisé par Creative Wargame à la première place avec 5 victoires pour 0 défaite. Même si derrière, dans ce que l'on appelle les matchs du top 8, il s'est rapidement incliné, mais il avait modifié sa liste et fait certaines erreurs qui lui ont valu la défaite. Bref, en tous les cas, sa performance initiale a été exceptionnelle, et j'ai envie de parler de sa synergie dans la combinaison Stormlands, puisqu'il l'a joué dans ce détachement. Mais je suppose que cette combinaison peut être aussi bien jouée dans les 2 autres. Donc, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Dans tous les cas, nous allons prendre un chaplain en réacteur dorsal. Il a 2 capacités intéressantes. Première, il fournit un +1 pour blesser à son unité. Hors pratique, pas besoin d'utiliser un stratagème pour cela. Ensuite, ce +1 pour blesser ne dépend pas d'un mouvement de charge ou autre. Donc, que vous ayez chargé ou que l'adversaire vous charge, vous bénéficiez du +1 pour blesser. C'est une grande différence avec les stratagèmes qui ont tendance à vous donner la capacité lance, et donc, il faut que vous puissiez faire un mouvement de charge pour cela. Ensuite, nous avons exhortation à la rage qui, lorsque vous arrivez et lorsque vous choisissez de combattre avec votre chaplain, vous pouvez choisir une unité ennemie à portée d'engagement de l'unité de cette figurine, vous lancez un D6 et sur un 4+, vous allez infliger un certain nombre de blessures mortelles dépendant du résultat de votre jet. Ensuite, vous ajoutez à cela une escouade de vétérans Vanguard en réacteur dorsal. Ils ont une capacité, lorsqu'ils font un mouvement de charge, de pouvoir bénéficier jusqu'à la fin du tour de la touche fatale sur leurs armes de mêlée. Ils peuvent être équipés d'un bouclier Storm pour avoir une invulnérable à 4+, plutôt utile sur des corps à seulement 2 points de vie. Pour une endurance de 4, ça leur fournit une certaine résilience. Contre, à la place du bouclier, vous allez pouvoir leur fournir certains pistolets, que ce soit des pistolets graviton, lance-flammes légers, pistolets plasma ou surtout pistolets inferno. Car les ajouter avec un pistolet inferno, car l'objectif quand vous êtes en Stormlands, puisque vous pouvez avancer et charger, c'est d'arriver au combat. Donc l'objectif c'est de vous faciliter des charges afin de pouvoir arriver le plus proche possible de votre adversaire. Et surtout, ils ont la capacité pistolet, donc si jamais vous survivez à la phase de mêlée, durant votre tour, vous pourrez leur tirer dessus, même si vous êtes à portée d'engagement, puisque vous avez des pistolets infernaux, et donc bénéficier de la fusion 2. À cette époque, c'était très utile, car l'Adeptus Custodes était
vraiment performante, et posséder une insensible à la douleur contre les blessures dévastatrices, blessures mortelles, etc. Là où le pistolet Inferno ne permet pas ce genre d'insensible, car ça reste des dégâts normaux. Donc à moins d'être des sentinelles et pouvoir activer durant cette phase la seule fois dans la partie pour avoir l'insensible à 4+, c'est plutôt intéressant comme technique de jeu. Derrière, ils sont équipés d'armes patrimoniales, donc 4 attaques, force 5, PA-1, dégâts 1. Alors je la démontre en Stormlands parce que vous avez justement l'avance et charge. Si vous avez avancé, vous ne pouvez pas tirer avec vos pistolets, mais vous possédez le stratagème fusil à d'éclair qui vous fournit assaut. Vous savez, je vous en ai parlé lorsque je discutais de l'arme de tir des Wulfen. Puisque leur arme est déjà assaut, alors ils gagnent la touche soutenue 1. C'était de ce stratagème là dont je parlais. Donc plutôt intéressant dans ce genre de détachement, car vous allez pouvoir tirer après avoir avancé. Ce qui est très pratique par rapport aux autres détachements qui ne vous offrent pas forcément cette possibilité, à part peut-être en championneuse qui vous rend éligible pour tirer après avoir avancé ou battu en retrait. Et si vous avez la saga du guerrier né activée, vous pourrez aussi charger. Mais pour ce qui est de la Gladius, c'est un peu plus délicat. Bref, dans tous les cas, je vous la conseille en Stormlands, c'est plutôt intéressant. Et si vous voulez pas chercher à tirer, vous pouvez très bien les équiper du bouclier Storm pour l'invulnérable 4+. Allez, on passe à la suite. Une autre unité très intéressante en Stormlands, car elle va pleinement profiter de pouvoir charger après avoir avancé, et potentiellement des stratagèmes permettant de relancer la charge, c'est le Dreadnought Wulfen. Endurance 9, sauvegarde à 2+, 8 points de vie, insensible à 6+. Si vous l'équipez du bouclier Blizzard, il a l'invulnérable à 4+, et grâce à sa capacité Rage Bestiale, à chaque fois qu'il combat, il sélectionne une unité à portée d'engagement, donc vous n'êtes pas obligé de charger pour pouvoir activer sa capacité. Vous lancez un D6, sur un résultat de 4 et 5, vous allez infliger D3 blessures mortelles, et sur un résultat de 6, vous allez infliger D3 plus 3 blessures mortelles. Mais si vous avez effectué un mouvement de charge à ce tour, alors vous ajoutez 2 à votre dé, ce qui signifie que les D3 plus 3 blessures mortelles vont réussir sur un 4+, et les D3 mortels sur un 2+. Alors avant la Data Slate de juin, on pouvait en plus choisir une arme de mêlée, que ce soit la grande griffe de loup ou la grande hache de Fenris, pour sa force 10, ce qui nous permettait de pouvoir faire un tank choc avec 10 dés, peut-être 12 si l'endurance était inférieure à la force, plus les blessures mortelles durant la phase de combat, et bien sûr ses attaques. Bon, maintenant vous n'allez pas lancer 12 dés, mais 9 dés, ce qui en moyenne fait 3 blessures mortelles sur un tank choc. Pourquoi pas? Ce qui signifie que si on part sur des moyennes statistiques, vous chargez, vous faites un tank choc, vous infligez 3 blessures mortelles, vous allez lancer 9 dés. Derrière vous faites Rage Bestiale, vous avez 50% de chance de faire D3 plus 3, puisque vous avez chargé, vous allez réussir sur un 4+, soit 50% de chance. Donc D3 plus 3, ça fait une moyenne de 5 blessures mortelles, plus les 3 du tank choc, vous êtes déjà à 8 blessures mortelles infligées pour un point de commandement, plutôt pratique. Ou alors 5 blessures mortelles si vous restez sur le G à 2+. Derrière, vous rajoutez 5 attaques de hache ou de griffe. D'ailleurs, je vous conseillerais la griffe, car cela va vous permettre justement d'avoir 2 lance-flammes sur l'unité, qui vous permettra en plus d'avoir l'option de pouvoir faire tir en état d'alerte si jamais une unité fragile vous charge. Donc par exemple, des Drukhari, des Eldar, des orques, etc., etc. Une unité similaire, un peu plus lourdement armée et avec des caractéristiques beaucoup plus résilientes, le Dreadnought Brutalis vaut seulement 30 points de plus que le Dreadnought Wulfen, qui est lui-même à 130 points. Donc le Brutalis, si vous comptez bien, il est à 160. Il a aussi la possibilité, à chaque fois qu'il fait un mouvement de charge, de choisir une unité ennemie et de lancer un D6. Sur un 2 et 3, il fera des 3 blessures mortelles, sur un 4-5, 3 blessures mortelles, et sur un 6, des 3 plus 3. Donc, il pourra être équipé soit de points Brutalis, avec jumelé pour lancer léger pour blesser, ou des serres Brutalis, suivant les équipements que vous pouvez mettre. En tous les cas, cela reste une unité très intéressante lorsque vous avez un détachement qui vous permet de désengager charger et d'avancer charger. Enfin, pour moi, le roi des Dreadnoughts dans ce détachement, Murderfang. Il bouge de 8, endurance 9 comme tous les Dreadnoughts de son gabarit, 8 points de vie, sauvegarde à 2+, insensible à 6, puisque c'est aussi un Dreadnought Wulfen, insensible à 6+, puisque historiquement c'est aussi un Dreadnought Wulfen, même s'il n'emporte pas les mots-clés. Il a une arme de mêlée qui donne 8 attaques de force 14, PA-2, dégâts 3, jumelés, donc vous relancez léger pour blesser, et à chaque fois qu'une unité ennemie cible cette figurine, après que l'unité ennemie ait fini de résoudre ses attaques, cette figurine peut soit tirer comme si c'était sa phase de tir ou combattre comme si c'était sa phase de combat, ce qui potentiellement peut vous permettre en phase de combat de vous activer au moins 2 fois, si ce n'est pas 3, dépendamment du nombre d'unités qui vont essayer de vous tuer. Donc vraiment très intéressant. Pour ce qui est des autres combinaisons, on va avoir une petite combinaison que j'aime bien, qui n'est pas forcément des plus
plus incroyable, mais assez intéressante. On commence avec un Dreadnought Vénérable Space Wolf. Vous pouvez lui mettre un bouclier Blizzard pour avoir une invulnérable 4+, ce qui augmente grandement sa résilience. Mais ce qui va être intéressant, c'est sa capacité, Sagesse des Anciens, car nous sommes le seul Dreadnought Vénérable pouvant donner aux unités infanterie Adeptus Astartes à 6 pouces la relance des 1 pour toucher et blesser. Les autres chapitres, c'est simplement une relance des jets pour toucher. Donc on pourrait se questionner, qu'est-ce qu'on aurait comme unité qui pourrait profiter de ce genre de relance? On a vu Ragnar, pas besoin pour Ulrich parce qu'il la possède déjà, la cavalerie ne peut pas parce qu'elle n'est pas infanterie. Oui, pour ceux qui l'ont deviné, je parle bien des Wulfen. Quand vous commencez à avoir des Wulfen en marteau qui vont toucher à 3+, relance des 1, aussi bien au tir au corps à corps, donc au tir à 5+, relance des 1, force 6, relance des 1. C'est assez intéressant pour ce type d'unité qui ne possède pas de meneur et donc pas de relance native en dehors de capacité d'aura ou du serment de l'instant. Enfin, on va pouvoir passer à la dernière unité que je trouve très intéressante dans ce détachement, les Inceptors. Premièrement, ils ont une capacité qui est très performante car de base vous avez frappe en profondeur, donc vous arrivez n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de toute unité ennemie, mais vous avez la possibilité d'utiliser leur capacité chute météorique qui vous permet justement d'arriver de la frappe en profondeur à 3 pouces de toute unité ennemie. Mais par contre, vous ne pourrez pas charger à ce moment-là. Ce qui est très intéressant avec cette unité, c'est non pas de l'équiper avec ses bolters d'assaut, mais bien avec ses exterminateurs à plasma, car vous avez la capacité fusillade éclair, dont je vous ai déjà parlé un peu plus tôt, car cette fois-ci vos armes ont déjà assaut. Donc imaginez simplement une unité de 6, faisant 12 tirs, touche à 3+, relançable grâce au serment de l'instant, touche soutenue 1, lorsque vous surchargez avec vos plasmas qui sont force 8 et à -3, dégâts 3, relance léger pour blesser parce que c'est jumelé, et pistolet qui vous permet de pouvoir tirer à portée d'engagement sans malus. Vraiment, je vous le conseille, même si c'est pas une unité de 6, mais une unité de 3 ou en 2 unités de 3, sincèrement, les Inceptors, c'est très bien chez tous les détachements Space Marine, mais là, particulièrement en Stormlands, vous allez pouvoir détruire certaines cibles qui sont normalement inaccessibles aux Inceptors, simplement grâce au stratagème. Maintenant que nous avons vu les unités Stormlands, nous allons passer au détachement Gladius. Là aussi, on a pas mal de combinaisons possibles, notamment en Space Wolf. Ma synergie préférée, et je vous conseille d'en profiter tout de suite, car lorsque le codex Space Wolf sortira, je pense que l'on perdra la fiche technique du chef de bataille Garde-Loup en armure Terminator. Pour la simple et bonne raison que les Dark Angels ont perdu aussi bien dans la Deathwing que dans la Ravenwing leur fameux lieutenant. Donc c'est fort possible que celui-ci disparaisse à l'avenir. Donc profitez-en. D'abord, le chef de bataille, comme tous les lieutenants, fournit précision tactique, donc la touche fatale à son unité, aussi bien au tir au corps à corps, car ce sont les armes dont sont équipées les figurines. La deuxième capacité va permettre surtout de dissuader vos adversaires d'utiliser leur capacité précision pour détruire vos personnages, car tant qu'il y aura un chef de bataille garde-loup, les deux personnages dans l'unité attachée, donc le chef de bataille ainsi que son seigneur loup ou capitaine, posséderont l'insensible à la douleur 4+. Pour ce qui est du chef de bataille, je vous invite à le laisser en Stormbolter, voire arme combinée si vous préférez, et je vous conseille plutôt le Stormbolter pour le nombre de tirs et profiter un maximum de la saturation, et vous touchez à 2+, au lieu de 3+. Derrière, vous lui ajoutez la discipline de tir, qui lui donnera du coup touche soutenue 1 aux armes de tir de l'unité. Et si vous êtes en Doctrine Devastator, alors vos touches critiques seront sur du 5+. Donc vous profiterez bien de la touche critique 5+, sur la touche fatale, mais aussi sur la touche soutenue. Ensuite, évidemment, vous ajoutez un capitaine, car on n'a plus de fiche technique Seigneur Loup en armure Terminator. Grâce à sa capacité rite de bataille, nous allons pouvoir réduire de 1 le coût en point de commandement d'un stratagème. Et surtout, Glaive de l'Imperium fournira une relance du jet de charge pour l'unité. Je vous conseille d'équiper le capitaine toujours de son Bolter Storm, ou alors de l'arme combinée si vous préférez, mais je conseille toujours le Bolter Storm, et d'un gantelet énergétique, car cela lui permettra de toujours toucher à 2+, contrairement au marteau qui touchera seulement sur 3+. Et si l'adversaire a un -1 pour toucher, ce sera assez catastrophique de devoir toucher sur du 4+. Et enfin, vous n'allez pas ajouter une simple unité de Terminator classique du codex Space Marine, mais les Terminator Garde-Loup. Bien sûr, je vous conseille de tous les équiper en Bolter Storm, gantelet énergétique, et vous en choisissez 2 sur l'unité de 10, un seul sur l'unité de 5, équipé d'un lance-missile cyclone, car vous pouvez garder le Bolter Storm et le gantelet énergétique derrière. Ils ont une capacité qui est très intéressante, car de base, vous allez pouvoir ignorer tout ou en partie des modificateurs à la caractéristique de capacité de tir, de capacité de combat et au jet de touche de vos attaques. De plus, chaque attaque d'une figurine de cette unité qui cible l'unité ennemie que vous avez choisie pour l'aptitude serment de l'instant, à ce tour, vous allez ajouter 1 au jet de touche de l'unité. Donc, vous allez ignorer
tous les modificateurs, on va dire tous les malus, à la CC et à la CT, ainsi que jet de touche. Par contre, vous allez accepter le +1 pour toucher. Ce qui signifie que, puisque vos Terminators touchent en général à 3+, vont pouvoir toucher à 2+. Et là, on va parler de la statistique. Puisque vous avez votre chef de bataille garde-loup d'une touche fatale qui a la discipline de tir, donc la touche soutenue 1, toutes vos armes de tir, la touche critique à 5+, sous la doctrine Devastator, alors vous allez avoir 12 fois 4 tirs de Bolter Storm, car ils en ont tous un, qui vont toucher à 2+, relance des jets pour toucher, car vous allez forcément utiliser le serment de l'instant, donc vous allez ignorer tous les modificateurs qui apportent un malus, mais vous allez accepter tous les modificateurs qui apportent un bonus, donc +1 pour toucher, ce qui signifie que lorsque vous allez faire vos jets de touche, grâce à la relance, vous allez relancer tout ce qui ne fait pas du 5+, afin de maximiser la touche soutenue et la touche fatale. Je ne vais pas calculer de tête les statistiques moyennes, mais je vous encourage à les effectuer chez vous, vous allez voir, vous serez très surpris, sachant que cela va aussi bénéficier à vos 2 lance-missiles Cyclone, soit les 4 tirs anti-char ou les 4 des 6 tirs déflagration de celui-ci. Vraiment, c'est une combinaison d'unités que j'aime énormément. Et en plus, vous le combinez avec le stratagème tir de suppression, vos tirs de Bolter Storm vont avoir P1-1, ignore couvert. Vous n'imaginez pas tout ce que vous allez détruire avec ça. Et là, je ne parle que de la phase de tir. Je ne parle même pas de la phase de mêlée entre toutes les attaques de gantelet, touche fatale et potentiellement +1 pour blesser grâce au stratagème Gladius, honorer le chapitre. Bref, cette unité est monstrueuse. Je vous conseille en général de la jouer en réserve pour profiter du stratagème à partir du tour 2 d'arrivée précipitée, puisque votre capitaine peut le réduire à 0 point de commandement, grâce à sa capacité rite de bataille. Ensuite, on va passer à d'autres combinaisons. Dans cette combinaison, nous allons jouer un apothicaire biologis. Par contre, attention, à cause des restrictions, cela signifie qu'on ne pourra intégrer aucune unité Space Wolf. Alors vous allez me dire, oui Bjorn, mais ton épisode est basé sur les Space Wolf, pourquoi tu nous parles de cela? Simplement en fait que vous ayez en tête que si vous jouez Space Wolf, vous ne pourrez pas jouer d'apothicaire biologis avec la discipline de tir et les agressors, et c'est pour cela que je vous ai parlé de la combinaison des Terminators, qui reste encore très jouable. Et si vous ne voulez jouer que Space Marine et vous enlevez tous les choix spécifique des Space Wolf est possible, notamment que maintenant le répulseur a 14 en capacité de transport, donc vous pouvez bénéficier de cette combinaison de l'apothicaire et des agresseurs, et particulièrement sur une petite synergie en Gladius que je trouve très intéressante. La capacité vous dit que si chaque figurine de l'unité est à 3 pouces et que votre répulseur ne transporte pas d'autres unités, si votre adversaire déclare une charge sur votre unité d'agresseur, vous pouvez embarquer directement, permettant ainsi à votre adversaire de devoir choisir une autre cible s'il souhaite déclarer sa charge. Mais à cela, on peut aussi rajouter le stratagème tactique d'escouade. Celui-ci vous permet, durant la phase de mouvement de votre adversaire, si celui-ci a une unité qui finit 9 pouces ou moins de votre unité après avoir fait un mouvement normal d'avance ou de retraite, de pouvoir faire un mouvement de D6 pouces. Et si vous êtes en doctrine tactique, de 6 pouces tout court. L'intérêt dans cette stratégie, c'est durant votre tour, vous débarquez de votre répulseur et vous restez à 3 pouces. Vous tirez, vous faites vos affaires, vous finissez votre tour et c'est au tour de votre adversaire. Votre adversaire, s'il souhaite détruire vos agresseurs, n'aura que une fenêtre et demie. Pourquoi une fenêtre et demie? Car durant sa phase de mouvement, votre adversaire, s'il veut vous empêcher de faire ce mouvement réactif afin de réembarquer dans votre répulseur, il va devoir s'arrêter à 9,01 pouces de vous, en gros. Il l'obligera à effectuer une charge à 9, et une charge à 9, même avec une relance, on sait que ça peut se rater dans 50% des cas. Et s'il veut assurer sa charge, malheureusement, s'il dépasse de ces 9,01 pouces, il permettra à votre unité d'embarquer. Donc c'est un vrai choix de votre adversaire. Par contre, la fenêtre où il va pouvoir justement détruire votre unité, c'est durant la phase de tir. Car là, clairement, vous n'avez aucune autre solution que de rester sur place et de subir les tirs de votre adversaire. Ensuite vient la phase de charge. Si votre adversaire s'est bien arrêté à 9,01 pouces, il peut déclarer une charge sur vous. Et puisque vous étiez à 3 pouces de votre répulsor, finalement, vous augmentez la charge de l'unité adverse de 2 pouces pour arriver dans la portée d'engagement du répulsor. Et donc, d'une charge à 9, on passe à une charge à 11. C'est une combinaison que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas jouable en tant que Space Wolf. Donc je tenais tout de même à en parler pour vous montrer l'intérêt de ce genre d'unité grâce à la modification de la capacité de transport du répulsor, mais aussi de vous donner de l'intérêt sur la combinaison de l'unité Terminator. Allez, passons à la suite. Cette fois-ci, c'est une synergie dont j'ai déjà parlé, donc on va passer assez vite dessus. En plus, elle est très jouée en Gladius. Vous prenez un capitaine, grâce à sa capacité rite de bataille, vous allez pouvoir utiliser un stratagème comme par exemple honorer le chapitre pour 0 point de commandement, car vous allez réduire son
coup de 1 point de commandement, mais surtout vous avez Heure de gloire, qui permet une fois par bataille à votre capitaine de gagner 3 sur sa caractéristique d'attaque, de son arme de mêlée, et en plus d'avoir la capacité blessure dévastatrice. Donc je vous conseille de lui mettre un gantelet énergétique, ce qui lui donne 5 attaques, plus 3 grâce à son Heure de gloire, plus 1 ou plus 2 grâce à l'optimisation, l'honneur véhément. Si vous êtes en plus avec des Blood Claw, vous allez encore avoir plus 1 en attaque et plus 1 en force. Ou alors, pour optimiser la blessure dévastatrice, je vous conseille l'escouade intercesseur d'assaut, car celle-ci va vous fournir la relance des 1 pour blesser, ou alors la relance complète des jets de blessure si l'adversaire est sur un objectif. Bien entendu, c'est une combinaison que vous allez pouvoir mettre dans un impulsor. Donc, même si l'impulsor a 7 de capacité de transport, je vous déconseille fortement de mettre un lieutenant. Celui-ci va vous fournir la touche fatale, ce qui fait qu'à cause de la relance des jets pour toucher, pour fiabiliser vos touches, vous allez avoir des blessures automatiques, mais qui ne seront pas du coup blessures dévastatrices. Et l'objectif, c'est d'avoir un maximum de blessures dévastatrices pour empêcher les sauvegardes, surtout si votre cible n'a pas d'insensible à la douleur contre les blessures mortelles. Donc, vous restez à 6 et vous jouez votre capitaine. Maintenant que nous avons fini avec la Gladius, nous allons pouvoir passer enfin aux champions de Russ. Alors, ce sera assez simple, au niveau des champions de Russ, on va avoir Harald, qui est un personnage parfait pour valider la saga de l'ours, car grâce à sa capacité manteau du roi des trolls, et ce n'est pas d'un ton humoristique que je dis ça, car les trolls sur Fenris, j'ai pas vraiment envie d'en croiser, contrairement à ceux sur internet qui font les pépous lorsqu'on les voit IRL. Bref, vous avez cette capacité qui, une fois par phase de mouvement, tir, charge, combat, même phase de commandement potentiellement, j'en doute, quand vous résolvez une attaque contre cette figurine, après avoir fait un jet de sauvegarde, donc que ce soit de sauvegarde d'armure ou d'invulnérable, vous pouvez choisir de réduire la caractéristique de dégâts de l'attaque par 0, vous permettant ainsi, grâce à ces 7 points de vie, de finir à 3 points de vie restants à la fin du tour, afin de pouvoir valider la saga de l'ours, et donc d'obtenir une insensible à 6+, sur toute votre armée. Pour moi, avec le Logan sur Storm Rider, c'est le meilleur personnage pour valider cette saga. Passons à la suite. On va pouvoir finir cet épisode avec toutes les sagas champions de Russ. Finalement, après avoir fait quelques parties et étudié les cas, dans la plupart de vos parties, vous allez souvent activer la saga de l'ours, car c'est la saga la plus difficile à faire. Après, si votre adversaire n'inflige aucune blessure mortelle et qu'il n'a pas vraiment de létalité au tir et ou au corps à corps, par contre, c'est fort possible contre certaines listes de hordes d'activer dès le début la saga du guerrier né, car la touche soutenue 1 sur toute votre armée va justement vous permettre de pouvoir gérer toute cette masse de figurines. Enfin, la dernière, car elle va simplement s'appliquer contre les armées de chevaliers impériaux du chaos ou peut-être de certaines armées de tyrannides avec beaucoup de monstres, la saga du tueur de bêtes, afin de bénéficier de la touche fatale, mais en général vous l'aurez via les lieutenants ou le chef de meute sur Loutonnet. Et tout comme la saga du guerrier né, elle n'est pas très compliquée à valider, il suffit qu'un personnage détruise un monstre ou un véhicule, et contre ce genre de faction, la première destruction permettra justement de valider cette saga. Quant à la saga de Majesté, c'est une super saga de fin de partie, pouvoir justement soit valider des objectifs ou alors de valider des missions secrètes. C'est un détachement que je trouvais très intéressant autrefois, particulièrement dans les formats par équipe contre certaines factions, notamment Chevalier Gris et Thousand Suns grâce à la saga de l'ours et au stratagème Armure Unique. Mais depuis la dernière modification dans la Data Slate de juin, où vous avez justement la possibilité de choisir une saga et de la compléter automatiquement en début de partie, rend le détachement bien plus agréable à jouer et bien plus performant. Il garde tout de même quelques désavantages, notamment l'obligation de devoir valider la saga du guerrier né pour pouvoir désengager chargé ou avancer chargé, car ce n'est pas le stratagème Fierté du guerrier qui actuellement vous permettra justement de bénéficier des effets secondaires des stratagèmes, mais j'espère que cela changera à l'avenir. Bref, dans tous les cas, c'est un détachement que j'aime particulièrement, et puis ça me change un petit peu de la Stormlands. Pour résumer, je pense que les Space Wolves resteront une faction très performante dans le domaine compétitif, et grâce à la Data Slate de juin, on risque de voir un peu moins de Stormlands, même si ce sera toujours la majorité des listes Space Wolf, mais un peu plus de champions de Russe, voire peut-être de Gladius, mais avec des Terminators. Bref, la faction reste très agréable à jouer, elle a 3 styles de jeu différents, et cela offre un air de nouveauté. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyHobbyPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.